Alors, l'idée un petit peu de l'expo de départ d'Alphabrick, plusieurs univers, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors l'idée c'est que ça fait déjà pas mal de temps que je voulais faire une expo Lego en fait. J'avais assez envie de travailler sur l'expo Lego, ou plutôt avec Lego, j'avais envie de traiter les Lego mais je savais pas trop comment le faire. J'avais l'impression qu'on était souvent au premier degré, ce qu'on voit souvent dans les conventions par exemple, on voit des modèles Lego, puis c'est beau mais il n'y a pas trop de recul, ça dit rien d'autre que regardez c'est impressionnant. Et puis je cherchais un peu comment traiter cette question de Lego et un jour j'ai vu John Woo qui a publié une photo du personnage de Legolas, donc du Seigneur des Anneaux, en Lego. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc cool. Il y a un truc cool à faire. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer qu'on a un texte de Tolkien qui va être ensuite interprété par des illustrateurs, en l'occurrence John Ho. Puis depuis là, Peter Jackson va s'inspirer de ces illustrateurs pour faire le film. Puis là, le film va donner lieu à des modèles Lego. Et donc, il y a beaucoup d'interprétations successives avant d'arriver au modèle Lego. C'est pas juste un modèle Lego, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une filiation interprétative. On a interprété plusieurs fois l'univers différemment. Et je dis, voilà, là je tiens une expo Lego cool. C'est en fait que lorsque je construis mon modèle Lego, ou un modèle Lego, en fait je réinterprète un univers qui a déjà été réinterprété plusieurs fois. Donc Lego est en bout de course, c'est pour ça que dans l'expo on voit Lego à la fin, parce que c'est la dernière interprétation. Après les livres, les BD, les jouets, les figurines, les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Et je trouvais marrant de réfléchir à comment les grands univers de la science-fiction et de la fantasy se construisent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur Lovecraft, parce que c'est un univers qui est né il y a longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur Star Wars, qui est le plus grand univers étendu de la science-fiction en tout cas. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur Tolkien, parce que même si l'univers de Tolkien n'est pas très étendu, au sens qu'on fait toujours du Tolkien, néanmoins, on a l'impression que la fantaisie moderne est une réinterprétation systématique de Tolkien qui a quasiment tout créé, des langues, aux races, aux peuples, à la terre du milieu, etc. etc. Et j'ai dit, tiens, faisons une expo sur la manière dont les univers se construisent, donc les univers de fiction évidemment, comment ils se construisent, pourquoi est-ce qu'on a envie d'y jouer, pourquoi est-ce qu'on y joue, et pourquoi est-ce qu'on construit des modèles Lego. Et ça me paraissait vachement bien de faire ça, parce que c'était pas traité au premier degré, ni Star Wars, ni Seigneur des Anneaux, ni Lego. Donc elle fabrique une expo où il y a du Star Wars, du Seigneur des Anneaux, du Lovecraft, du Lego, mais c'est pas une expo sur Star Wars, Seigneur des Anneaux, Lovecraft, du Lego. On voit bien côté appropriation, comment je m'approprie un univers pour y jouer. Est-ce que ça s'explique, cette envie-là, d'un seul coup, de rentrer plus loin dans des univers imaginaires? Alors ça s'explique assez bien, c'est-à-dire un peu aussi ce qu'essaie de faire Alphabrick, donc c'est de dire quel est notre rapport à la fiction, quelles que soient les fictions d'ailleurs. Pourquoi les enfants, alors déjà les enfants ils aiment bien qu'on leur raconte 20 fois la même histoire, et ils nous repèrent tout de suite si on s'est trompé dans l'histoire, mais aussi pourquoi ces enfants vont sur la même histoire qui leur a été racontée 20 fois et pourquoi ils vont la jouer. Pourquoi ils vont jouer avec leurs copains à être ceci, cela, un super-héros, un chevalier ou que sais-je. Donc il y a quelque chose de très humain dans le rapport à la fiction, et il y a quelque chose de très actif. Je suis actif en lisant, je suis actif au cinéma, je suis actif devant un jeu vidéo, puis je suis actif devant un modèle Lego. Et bien l'idée de l'exposition, c'est de s'appuyer sur certaines raisons anthropologiques, enfin fondamentales au niveau de l'humain, qui font que d'une part on aime bien les univers de fiction, mais d'autre part on aime bien y participer. Et on a plein de manières de participer, on peut les imaginer, on peut les dessiner, on peut les peindre, on peut reconstruire des modèles Lego qu'on va mettre sur notre bibliothèque, on peut jouer avec des modèles Lego, on peut collectionner des figurines. Bref, l'idée de la fiction qui sort, moi j'ai toujours été frappé à l'époque quand le film Seigneur des Anneaux était adapté au cinéma parce que c'est évident, on disait « Ah, il a trahi Tolkien ». Je trouvais marrant, je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'il doit être fidèle à Tolkien alors qu'il soit fidèle à l'esprit de Tolkien ?» Mais pourquoi on peut être blessé? Parce que Jackson aurait mal adapté Tolkien. Et bien c'est que dans la fiction il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, on y projette de l'émotion, on y éprouve de l'émotion. Et je me suis dit, quand je construisais Alphabrick, si on éprouve autant d'émotions, et si on projette autant d'émotions, alors on comprend pourquoi on va construire la fiction. Parce qu'on peut retrouver cette émotion-là. Et après, par mes recherches, évidemment, je suis assez vite arrivé sur les théoriciens de la fiction, en particulier Umberto Eco, qui rappelait qu'en fait, si on aime bien voir les James Bond à la suite, c'est pas tellement parce que le film est original, puisque c'est toujours le même, mais c'est parce que d'une part, on reconnaît des séquences, tout comme dans Star Wars, on reconnaît des images, mais en même temps, les univers
de Sherlock Holmes, donc pour Umberto Eco, sont des univers qui nous apportent de l'émotion. Et que lorsqu'il y a un univers qui m'apporte de l'émotion ou une émotion que j'apprécie, alors j'essaie de maximiser mon immersion dans l'univers. J'essaie de rester le plus longtemps possible dans l'univers. Et donc Alphabrick nous permet de comprendre pourquoi il y a autant de séries TV aujourd'hui, sur plusieurs saisons. Je maximise mon immersion. Pourquoi il y a des produits dérivés, je vais rejouer mon immersion, je vais l'afficher autour de moi sous forme de collection, sous forme de posters, de jouets ou de jeux de société. Et donc ça vient un peu en deçà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à la maison. D'ailleurs, c'est une sorte de processus qui est très éloigné, qui dit mais pourquoi ces choses-là se sont autant déployées, continuent à se déployer. Et quand on pense qu'en 2014, il y a eu le film La Grande Aventure Lego, en décembre 2014, il y a la troisième épisode du Hobbit qui sort, et puis dès 2015, on a la nouvelle trilogie de Star Wars, on se rend compte que ces univers mythologiques qui ont contaminé l'imaginaire d'aujourd'hui semblent être promis à une belle destinée. Alphabrick essaie de réfléchir à comment ces univers ont pu devenir des mythologies. C'est pas juste parce qu'ils sont bien. Il y a aussi d'autres raisons. Il y a plusieurs artistes, je pense à Benjamin Carré, tu parles de l'émotion justement, qui humanise une partie de Star Wars. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le travail de Benjamin? Benjamin, donc il y a eu ce premier rapport avec John O par rapport à Legolas, et John O a très rapidement accepté de participer à l'exposition. Et puis je voulais un univers de SF. Alors j'ai pensé évidemment à Star Wars, qui est le plus grand univers étendu de SF. Et j'avais rencontré plusieurs fois Benjamin, je connaissais bien son travail. Et ce qui m'intéressait, c'était de traiter comme j'aurais traité n'importe quel artiste. Au sens que je me suis dit, analysons ça, comme c'était un tableau, en gros, en faisant abstraction du fait que ça peut, pour les visiteurs, parce que je pense toujours en termes de visiteurs, pas tellement en termes de moi, comment les visiteurs vont se rapporter au numérique. Et on le sait bien, les gens, moi je le vois ça dans les conventions aussi, les gens disent « Ah, c'est beau, c'est tout ». C'est important que ça soit beau ou pas beau, mais c'est l'émotion. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait de ce beau? Alors j'avais envie d'aller plus loin et de comprendre pourquoi l'univers de Benjamin était chaleureux, humanisé. Qu'est-ce qui nous disait en fait que d'autres ne disent pas? Et donc j'ai décidé de travailler sur Benjamin pour essayer de voir un petit peu dans sa propre pratique comment il contribuait à construire la mythologie Star Wars avec des scènes qu'on ne voit pas, avec ce qu'il appelle le hors-champ, ce que la caméra ne montrait pas puis lui le montre. Ce faisant, il va approfondir l'univers, il va le densifier, le rendre plus cohérent, plus vaste. En même temps, ce faisant, il va l'humaniser parce qu'il va nous montrer des situations qui sont peut-être des situations beaucoup plus prosaïques, plus banales, d'un pilote de Hat-Hat qui se retrouve tout seul à appeler au secours. C'est quelque chose que le film ne va pas montrer parce que ce n'est pas intéressant dans l'économie du film, mais qui va soudainement rendre l'univers cohérent et humain. Et j'avais envie de travailler comme ça, c'est-à-dire comment Benjamin va, par sa pratique artistique elle-même, contribuer à créer un univers d'une part plus vaste, plus riche et aussi plus humain. Une petite partie sur John O, justement. Est-ce que tu peux revenir sur ce côté, à la fois il inspire le film et les décors, et à la fois il travaille après sur le film. Comment est-ce qu'il s'est emparé, comment est-ce qu'il est devenu un peu la marque Tolkien? Alors on sait que John O a découvert dans les années 70, je crois que c'était en 76, un des premiers calendriers des Hildebrand, des frères Hildebrand sur Tolkien, sur Seigneur des Anneaux. Ça l'a marqué à tout jamais. En 87, il fait son premier calendrier Seigneur des Anneaux. Et c'est un truc que je voulais aussi inspecter pour la partie Tolkien, parce que pour Benjamin Carré c'est une chose, pour Tolkien c'est une autre, c'est-à-dire O a souvent été traité comme un artiste, un illustrateur en fait. Moi j'ai jamais compris ça et je continue à pas le comprendre. Pourquoi certains ont le droit au qualificatif artiste et d'autres ont le droit au qualificatif illustrateur. Et en fait la raison elle est simple, quand vous êtes reconnu vous êtes un artiste, quand vous n'êtes pas reconnu c'est un illustrateur. Ou plutôt quand c'est ambitieux artistiquement vous êtes un artiste, quand c'est pas ambitieux c'est un illustrateur. Un illustrateur il illustre. Or à mon avis, un illustrateur il réinterprète tout le temps. Ouais. Et donc je ne comprends pas la catégorie de l'illustrateur. Parce qu'il ne fait pas que d'illustrer. Il n'illustre pas l'univers de Tolkien. L'univers de Tolkien c'est des mots, on n'a qu'à prendre un bouquin, on se rend compte que c'est des mots. Donc il n'illustre pas, il l'interprète en termes graphiques. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que John O fait ça, il interprète l'univers textuel de Lovecraft en univers graphique. Puis Peter Jackson, quand il va faire le film, il va réunir les deux grands artistes sur Tolkien, entre autres donc John O et Alan Lee, et puis il va s'inspirer de certains de leurs tableaux pour faire des séquences du film. Les grottes de la Moria, la chute
du Balrog et de Gandalf, Arachné, etc. Et donc le film devient non pas un produit dérivé stricto sensu, mais devient une interprétation dont la base c'est le texte de Tolkien, mais aussi les dessins et les peintures de John Howe. Et je trouvais marrant de rappeler ça. C'est cette espèce de... C'est ce qu'on appelle un peu techniquement la perméabilité intermédiale, c'est-à-dire le fait qu'entre les médiums, il y a des effets d'interférence. Hein, la figurine s'inspire du film, puis en même temps, certaines figurines vont donner lieu à des personnages dans un film. Il y a des trucs un peu bizarres où on n'a pas que le roman, puis après, hop, on descend d'un niveau, on n'a que le film. On n'a pas ça, on a le roman qui est interprété par les artistes, qui va être interprété par Tolkien, puis qui va être réinterprété par Lego. Et qui, ce faisant, va donner aux jeunes gens d'aujourd'hui l'envie de relire le roman de Tolkien, mais après tout ça. Et donc, ils ne vont pas le lire comme nous quand on n'avait rien d'autre que le roman. Et bien ça, c'est un truc que je trouve fascinant. Et Alphabrick parle de ça, puisque le nom de l'expo, Alphabet, évidemment, enfin le jeu de mots avec Alphabet est clair, c'est qu'avec toutes les lettres, suivant comment je vais les organiser, je vais pouvoir construire n'importe quel monde, n'importe quelle histoire. Bah, finalement, aujourd'hui, dans les grands univers mythologiques de fiction, en particulier Seigneur des Anneaux et Star Wars, bah en fait c'est plus important l'ordre. Ouais. C'est pour ça que le puriste qui dit c'est mal interprété, il n'a rien compris. Enfin il a compris, il a un côté obsessionnel peut-être, mais c'est que c'est pas important. L'important c'est comment ces choses s'influencent mutuellement. Si je préfère le texte, ben je lis le texte. Ouais. Mais si je peux découvrir le texte autrement parce que j'ai vu le film ou bien j'ai vu les parodies où j'ai joué avec des modèles Lego, et ben ça devient marrant. Ben c'est un peu ça la fabrique, c'est comment je peux construire des univers très vastes, très cohérents, très remplis, très meublés. Hein. Umberto Eco parle souvent d'univers meublé. Alors ça veut dire que l'univers est riche et inspirant. Et plus finalement on l'adaptera, plus on l'interprétera, plus on le changera, plus ça veut dire que l'univers sera inspirant et donc plus il est intéressant. Si j'en fais exactement la copie conforme du roman, ben à mon avis c'est moins intéressant. En Star Wars, il y a le cinéma, on voit bien, Tolkien, on voit bien l'interaction, puis il y a Lovecraft, personnage particulièrement intéressant. Pourquoi est-ce que tu l'as mis? Et là, le jeu est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de support cinéma, les bouquins sont plutôt des nouvelles. Comment est-ce que son influence se tisse? Alors Lovecraft, c'est parce que, à mon avis, alors il y a un peu de films, hein, ouais. Plutôt série B, années 50-60, et films d'horreur. Ce qui m'intéressait avec Lovecraft, c'est ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. C'est Lovecraft écrit dans les années 20, disons jusqu'à sa mort, en 1937. Et puis, un de ses lecteurs fans, qui s'appelait Derlet, je ne me rappelle jamais quel ordre, je suis un peu dyslexique par rapport à ça, a inventé une appellation qui est le mythe de Cthulhu. Hein, pourquoi? Parce que Lovecraft publie des nouvelles qui n'ont pas de lien direct entre elles, mais qui sont liées à une sorte de mythologie cosmique. Bon. Donc, n'importe qui peut commencer à écrire une histoire qui se déroule sous cette mythologie cosmique. Et donc, on a commencé à avoir des gens qui écrivaient des histoires du mythe de Cthulhu, ou qui enrichissaient le mythe de Cthulhu en BD, en littérature, nouvelle, et en film, voire après, en jeu de rôle. Il faut se rappeler que la campagne des masques est une des campagnes les plus célèbres du jeu de rôle. En jeu vidéo, avec Alone in the Dark, Prisoner of Ice, il a inspiré des artistes comme H.R. Giger, l'artiste suisse Giger, créateur de la créature d'Alien. Et donc, soudainement, il a une influence considérable au XXe siècle, alors qu'il écrit mal, que c'est un peu imbuvable, que c'est toujours les mêmes adjectifs qui se retrouvent de nouvelle en nouvelle, mais en même temps, son univers était suffisamment inspirant pour inspirer jusqu'à cette année Alan Moore qui fait le Nénomicon, où il réinterprète, c'est comme ça que c'est en tout cas mis en avant, il réinterprète le bestiaire Lovecraftien à l'aune de ses propres codes. Et ça, je trouve intéressant, c'est que c'est pas forcément parce que l'univers est très bon qu'il est inspirant, c'est parce qu'il vient, on dit souvent ça, et Alphabrick parle un petit peu de ça, il arrive à configurer des émotions. Et donc évidemment chez Lovecraft, il y a à la fois une question d'horreur, mais une horreur un peu cosmique, un peu transcendante comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui au XXe siècle est fondamental. Pourquoi? Parce qu'au XXe siècle, on a perdu les religions et les cosmologies anciennes ou mythiques. Et donc on se retrouve tout seul par rapport à l'espace. Et chez Lovecraft, ce tout seul par rapport à l'espace est effroyable, en fait, effrayant. Et ça, c'est un truc qui m'intéressait bien. Bon, après, on pourrait avoir la métaphore avec l'inconscient sous terre, les grands anciens qui viennent contaminer les rêves. Mais bref, il arrive à mettre en forme
l'horreur du XXe siècle ou l'angoisse humaine du XXe siècle. Et donc, comme plein de gens ont compris ça, plein de gens ont fait du Lovecraft. C'est tout comme Star Wars et Seigneur des Anneaux, ils ont réussi à mettre en forme, à configurer une émotion typique du XXe siècle, ou des émotions plutôt typiques du XXe siècle, qui font qu'on a envie de continuer à éprouver cette émotion, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle nous fasse peur ou qu'elle nous fasse rire ou rêver. Et c'est ça la fabrique, c'est quels sont ces processus-là. Pourquoi on n'a pas fait ça avec Balzac, pourquoi on n'a pas fait ça avec Borges, pourquoi on a fait ça avec Lovecraft ou avec Lucas. Et c'est ça qui m'intéresse, non pas pour dire que les uns sont mieux que les autres, mais pour dire que les univers de science-fiction ou de fantasy tels que ceux sur lesquels on s'attarde sont des univers qui ont inspiré énormément de gens, et donc qui ont touché énormément de gens, et puis qui apparemment continuent à inspirer énormément de gens. Deux dernières questions. D'abord, comment est-ce qu'on bossait les gens qui ont fait les maquettes Lego qu'on verra en photo? J'ai contacté Lego, c'était assez long. C'est assez impressionnant. Ouais, disons que ce qui se passe, c'est que donc, Lego, je voulais pas une expo officielle Lego. Ouais. Bon, déjà, c'est l'enfer. Et puis, ça m'intéressait pas parce que j'aurais pas pu dire ce que j'ai envie de dire. Ouais. Donc, je voulais une expo avec l'accord du groupe. J'ai eu l'accord du groupe après de nombreux mails échangés, qui m'a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez faire cette expo et on vous donne le contact d'une association suisse qui s'appelle Swiss Lug. Ouais. Lug pour Lego User Groups, qui a pour fonction de pouvoir en fait construire des modèles Lego officiels au sens reconnu par Lego, ou plutôt sans porter préjudice à Lego. Bon. J'ai contacté les gars et je leur ai dit voilà, je fais une expo Star Wars, Zano, je veux des modèles Lego. On a discuté, j'ai dit j'en veux un par épisode de Star Wars, donc 6, et puis j'en veux 2 ou 3 ou 4 sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Ils m'ont fait une proposition. J'ai acheté des pièces, au sens qu'ils avaient un budget, ils avaient un certain nombre de pièces qu'ils pouvaient acheter, et puis advienne que pourra. Et les types, ils ont bossé sans plan, sans rien, il y avait une sorte de vague esquisse, puis c'est tout. Ouais. Ils ont commandé, on sait aujourd'hui qu'on est à peu près à 150 000 pièces Lego, et ils ont construit 9 dioramas, qui à chaque fois ne sont pas les plus... c'est pas des dioramas de 10 mètres, parce que ce qui m'intéressait, c'était comment eux, sans plan, croquis et autres, vont réinterpréter des séquences des films. Et soudainement, quand on est face à l'attaque des wargs, qui est un des dioramas créés par Swiss Lug, on n'est pas dans l'attaque des wargs dans le film. Ouais. On est dans une interprétation différente et donc on la voit différemment. Elle prend un autre sens. Elle vient donc rajouter une couche à l'univers de Tolkien. Il y a le texte, il y a ce que John a fait, Alan Lee a fait, il y a ce que Peter Jackson a fait, il y a ce que Lego a fait officiellement avec les modèles officiels, et puis il y a ce que Swiss Lug a fait avec son interprétation. Et ça change. Et ils ont réussi à le faire. Et pour moi, ces dioramas sont déjà la preuve que ces univers sont suffisamment inspirants pour qu'on puisse non pas les reproduire, mais les reconstruire. Et je crois que c'est la grande différence qu'on essaie de faire avec Alphabrick, c'est que moi je suis contre l'idéologie de qu'on entend beaucoup quand on attaque les produits dérivés, c'est-à-dire de la reproduction. Non, une reproduction est identique. On adapte, on ne pourrait pas faire la différence entre l'original, c'est pour ça que les gens qui vont au Louvre, ils ne savent pas quand c'est une copie, quand c'est l'original. Ça c'est une reproduction, une copie. Dans Lego, on ne reproduit pas, on reconstruit. Et en reconstruisant, on réinterprète. Et c'est ça qui m'intéressait, pourquoi c'est un univers donne envie d'être réinterprété. D'accord. Dernière question, les dates, tu nous les rappelles? Donc les dates, l'expo a commencé donc, officiellement le 16 novembre 2014, terminera le 31 mai 2015. Ouais. Donc ça laisse passablement de temps, on fait des expos un peu plus longues maintenant parce qu'il y a un gros boulot de recherche, de scénographie derrière. Donc jusqu'au 31 mai 2015, le musée est ouvert tous les jours excepté le lundi, donc du mardi au vendredi 14h-18h, samedi, dimanche, ce qui est évidemment le plus pratique pour les gens qui viendraient de l'étranger, 11h-18h le samedi, 11h-18h le dimanche. Et on est fermé que 2 jours fériés, le 25 décembre et le 31 décembre. Et après, le 1er janvier. Et après, l'expo d'après, tu as déjà des pistes ou... Ouais, on bosse déjà sur l'expo d'après. On fait une expo après qui s'appellera Portrait Robot, sur laquelle je bosse depuis 2 ans. Qui est une expo qui va faire un petit peu ce que je fais depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire m'inspirer des grandes thématiques de la science-fiction et de la fantasy pour les creuser autrement. C'est de montrer comment les artistes en fait viennent rejoindre des préoccupations qui ne sont pas liées à la science-fiction et à la fantasy, mais qui sont liées à l'humain. Pourquoi l'être humain a besoin de mythes pour les super-héros, pourquoi ces mythes prennent la forme des super-héros. Puis après, pour Alphabrick, comment on arrive à générer du mythe, quelles sont les briques constitutives des mythes, comment un récit devient une
une mythologie contemporaine ou donc, populaire. Et puis pour Portrait Robot, comment une figure, le robot, n'est pas en fait une figure qui est d'abord de science-fiction, mais comme souvent dans la science-fiction, un portrait de nous-mêmes, un portrait déformé, décalé, etc. Mais un portrait, ce que Ricoeur appelle la métaphore, mais pas au sens de l'image, simple et méchante, mais une image qui exprime notre rapport au monde, à la technologie et à nous-mêmes. Ok, merci. Je t'en prie.